Hein? C'est parti, mon kiki. Alors, Marie-Ève, quand tu es prête, on t'écoute. Je suis prête. Donc, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez mieux que Stéphanie. C'est facile, je pense, d'aller mieux Oui. qu'elle. Colin. Je suis vraiment contente d'être avec vous cet après-midi. Ben, je remercie Stéphanie de m'avoir invitée puis de me donner cette belle opportunité-là de venir vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est-à-dire le sujet du trauma complexe chez les enfants et les adolescents. Et aujourd'hui, là, ça va vraiment être un axe, là, qu'est-ce que c'est le trauma complexe et quelles sont les conséquences? Donc, on est un court moment ensemble, donc on va vraiment là, axer le contenu là-dessus. C'est vraiment comme une introduction puis une sensibilisation au sujet, je dirais, là. Donc, voilà. Ben là, qui suis-je? Je me présente. Moi, c'est Marie-Ève Grisé-Bolduc. J'ai un bac et une maîtrise en psychoéducation. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke et à Trois-Rivières. J'ai été intervenante en protection de la jeunesse pendant plusieurs années, mais présentement, je suis coordonnatrice d'un centre de recherche à l'UQTR, le CEDEF, le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et de la famille. Et je suis aussi agente de recherche au département des sciences infirmières de l'UQTR. Donc, je suis chargée de cours aussi à l'UQTR. J'offre un cours à la maîtrise en psychoéducation sur le trauma complexe et l'intervention. J'offre aussi là, des conférences dans différents milieux, que ce soit dans les écoles en protection de la jeunesse, CLSC, CIUS, pardon, etc. Puis, récemment, j'ai sorti un livre sur le trauma complexe chez les éditions Midi 30, que Stéphanie a déjà publié aussi quelques livres chez cette maison d'édition-là. Donc, vous voyez là, que les thèmes entourant les traumas vécus par les jeunes, c'est vraiment un véritable intérêt pour moi. Là, fait que j'espère pouvoir vous transmettre cet intérêt-là à travers cette petite présentation. Je vais partager mon écran parce que j'ai un PowerPoint que je vous ai partagé. Que Stéphanie vous a partagé. Ça ne sera pas bien long. Je règle l'aspect technique et je vous reviens. Là, j'utilise Canva. Hein. D'habitude, je suis plus avec PowerPoint. Fait que là, vous me direz si tout est correct. Voilà ce que vous voyez, mon Canva. Génial. Alors, c'est un petit contenu de la présentation. On va définir ensemble c'est quoi le trauma complexe chez les jeunes. Je vais vous parler des conséquences associées au trauma complexe. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous parler des pistes d'intervention, mais je vais au moins vous en donner une qui est très globale et générale, mais qui est quand même super importante. Donc, vous allez voir que je vais surtout axer mon propos là, par rapport aux conséquences là, sur le fonctionnement du cerveau, parce que je pense que c'est vraiment important. Puis, ça vient un peu, ça englobe quand même les autres conséquences aussi. Parler du fonctionnement du cerveau chez les jeunes qui ont vécu des traumas, ça permet de parler de plein d'autres conséquences aussi qui peuvent être vécues par les jeunes. Donc, je trouve que quand on a un petit moment ensemble, c'est une bonne façon là, d'aborder tout ça. Là, j'ai plein d'affaires. Attendez, j'ai vos faces à travers mon PowerPoint. Laissez-moi juste arranger ça là, pour que je sois bien à l'aise et que je sois bien disponible pour vous. Et je vous starte ça. Voilà. Alors, tiens, je vais essayer de rendre ça un petit peu interactif quand même si on est en ligne. Donc, je commence avec une question que je vous pose. Donc, pour vous, c'est quoi un traumatisme? Très largement, disons. Là, je vous invite à écrire dans le clavardage qui vous vient à l'esprit en premier. C'est quoi pour vous un traumatisme? Donc, ça peut vouloir dire plein de choses, hein? Fait que je vous invite à écrire dans le clavardage qu'est-ce qui vous vient à l'esprit. Et je vous lis. Une brisure, une blessure de l'âme, un événement traumatisant, un événement marquant, un stress important, une réaction qui dure dans le temps après un événement intense. C'est toutes des bonnes réponses. La réaction de l'organisme à un trauma.
C'est lorsqu'un événement est fort émotionnellement et qu'on en souffre, effectivement. D'autres réponses. Une situation vécue qui nécessite beaucoup de souffrance. Donc, oui, c'est toutes des bonnes réponses que vous venez de m'écrire. Un événement, une série d'événements qui blessent quelqu'un à long terme, effectivement. Donc, ce sont toutes des bonnes réponses, mais disons qu'on revient là, à la base, là, si on va à la racine du mot trauma, ça veut dire blessure. Donc, d'un point de vue médical, les traumas, dans le monde médical, les blessures, ça réfère à une blessure du corps, mais du point de vue d'aujourd'hui que j'aborde, on parle plutôt d'une blessure psychologique, donc d'une blessure de l'esprit, si on peut dire. Donc, aujourd'hui, on s'adresse bien sûr à la question des traumas psychologiques. Et si on y va d'une définition très large là, du trauma psychologique, on peut dire que c'est un événement perturbant qui provoque une réaction physique et psychologique extrême. Donc, ça, c'est une définition très large, très convenue de c'est quoi un traumatisme psychologique. J'ai vraiment des... Je vous reviens, j'ai perdu mes flèches. Ce ne sera pas long. Voilà, j'y reviens. Donc, il y a plusieurs façons de classer les traumas. Donc, moi, je vous en propose une. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais j'aime bien cette façon-là d'en parler. Donc, je propose une façon bien simple d'en distinguer deux types qui va m'emmener là, tranquillement vers le sujet de ma présentation qui est les traumas complexes. Donc, je vais vous parler des traumas de type 1 et des traumas de type 2. Donc, les traumas de type 1, c'est des événements ou un événement qui est isolé, qui est imprévu et qui est limité dans le temps. Donc, par exemple, un accident de voiture, une catastrophe naturelle, être témoin d'un vol, se faire agresser dans la rue par un inconnu. Donc, c'est des exemples de traumatismes qu'on pourrait classer dans les traumas de type 1. Pour ce type de trauma-là, on va aussi parfois référer à des traumas qu'on dit simples. Et là, quand on dit qu'ils sont simples, ce n'est pas du tout pour en minimiser l'impact. C'est vraiment plus pour les différencier des traumas de type 2. Donc, venons-en aux traumas de type 2. Les traumas de type 2, c'est plus une exposition répétée, prolongée, chronique à des événements extrêmes, le plus souvent de nature interpersonnelle. Interpersonnelle dans le sens que les traumas ils vont se vivre au sein même des relations significatives qu'une personne va entretenir avec son entourage. Puis je vais vous présenter là, des exemples dans quelques minutes de traumas de type 2 ou de traumas de nature interpersonnelle. Donc, avec ce type de trauma-là, les traumas de type 2, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de avant et de après. Parce que l'expérience des traumas de type 2, c'est souvent une condition de vie. Ce n'est pas juste des événements ponctuels et isolés dans le temps. Et c'est dans la lignée des traumas de type 2 que va s'inscrire le concept de trauma complexe que je vous décris à l'instant. Alors, le trauma complexe chez les jeunes, c'est un concept qui réfère à une double réalité. C'est-à-dire que, premièrement, il va y avoir une exposition chronique ou répétée à des traumas interpersonnels, donc des traumas qui se vivent dans les relations. Et ça va habituellement impliquer une figure de soin. Donc, par exemple, un parent, ça pourrait aussi être un membre de la famille élargie, ça pourrait être un gardien, une gardienne, une personne en autorité, par exemple un enseignant, une enseignante, un entraîneur, etc. Donc, un adulte significatif. Et deuxièmement, les jeunes qui vont avoir vécu des traumas interpersonnels répétés ou chroniques, ils vont vivre ou ils peuvent vivre des conséquences complexes suite à l'expérience de ces traumatismes-là.
Et là, je vous propose qu'on s'attarde un petit peu plus à ces deux réalités-là que je viens de vous dire, là, que je viens de vous décrire rapidement. On va les prendre un à un et on va les décortiquer un petit peu plus. Alors, pour être plus précis, là, la première réalité du trauma complexe, en fait, je vous l'ai dit, c'est des traumas interpersonnels qui vivent au sein même des relations significatives qu'entretiennent les jeunes avec leur entourage. Et quand, j'ai dit que l'exposition au trauma, elle est souvent chronique, elle est souvent répétée, mais on peut aussi dire que c'est des traumas qui sont anticipés. Parce que les jeunes vont vivre dans la menace constante que les traumas se reproduisent. Pour vous donner peut-être une petite image, là, c'est un peu comme s'ils marchaient dans un champ de mines, sachant jamais s'il y a une bombe qui va exploser quand ils vont déposer leurs pieds sur le sol. Les traumas interpersonnels, ça implique aussi une forme de trahison des figures de soins envers les jeunes. Quand je parle de trahison, là, je fais référence au fait que les expériences traumatiques, c'est une violation de l'attente universelle selon laquelle les jeunes doivent pouvoir faire confiance aux adultes pour les protéger, mais c'est ces mêmes adultes-là qui leur causent du tort. Ces traumatismes-là, ils prennent souvent forme dans un contexte aussi de contrôle et de domination. La fuite, elle est impossible, elle est difficile, voire impossible, je dirais, ce qui rend les conditions plus propices à ce que ces événements-là soient récurrents. Puis en plus, à l'opposé des adultes, les jeunes peuvent avoir de la difficulté à se tourner vers les autorités pour obtenir de l'aide parce que les figures de soins qui s'en prennent à eux, souvent, elles incarnent elles-mêmes l'autorité. Puis en plus, les jeunes, souvent, sont foncièrement loyaux envers leurs figures de soins, même si ces figures de soins-là les maltraitent. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de s'organiser et de s'adapter pour survivre dans les conditions auxquelles ils sont confrontés. Donc, les traumas interpersonnels, ça peut faire référence à plusieurs situations où l'intégrité physique ou l'intégrité psychologique des jeunes les menacés. Et là, je vous donne quelques exemples. On pense notamment à différents types de maltraitance ou de mauvais traitements qui peuvent prendre la forme d'actes commis ou d'actes omis, comme je vous ai mis là dans la diapositive. Donc, les actes commis, c'est des actes qui sont concrets, qui sont observables. Je pense, par exemple, à de la violence physique, de l'abus sexuel, des menaces de violence ou d'abandon, du dénigrement, de l'humiliation, du contrôle, un isolement, des cris, des punitions sévères, des moqueries. Donc là, je pourrais vous en dire plusieurs. Ça pourrait aussi même être de l'hostilité envers les jeunes ou de violer leurs frontières. Là, je vous parlais plus d'actes commis, concrets et observables. Mais il y a aussi les actes omis. Donc, les actes omis, ça se traduit plutôt par des difficultés dans la réponse aux besoins. Donc, par exemple, des besoins physiques, des besoins affectifs, des besoins éducatifs. Et encore une fois, je vous donne des exemples d'actes omis. Donc, on pense à de l'abandon, de la négligence, de l'indifférence, de l'ignorance, un parent qui est absent, un jeune qui vit de l'invalidation émotionnelle, l'absence de support dans l'identification puis dans la régulation des émotions. Ça pourrait aussi être une absence de soins alors que l'enfant est blessé, manque de nourriture, rupture de liens, etc., etc. Donc, ça, c'est des exemples plus d'actes omis.
Il y a plein d'autres formes de violence indirecte aussi qui peuvent être très dommageables. On pense à l'exposition à la violence conjugale. On pense à de l'exposition de la violence envers un autre membre de la famille, comme la fratrie. Vivre avec un parent qui présente un problème de santé mentale ou un problème d'abus de substance, etc., etc. Je vois qu'il y a une main levée. Est-ce qu'il y avait une question? Je ne sais pas. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Je ne la vois pas, la petite main levée. Elle a peut-être été baissée. Peut-être. Merci, Marie-Ève. Pas de problème. Donc, c'est ça en gros. Hein. La maltraitance, c'est des actes commis ou des actes omis. Puis, les situations prévues dans la loi de la protection de la jeunesse se retrouvent toutes dans ces deux catégories-là, si on peut dire. Maintenant, la prévalence de tout ça. Donc, quelle partie de la population peut vivre ce genre de choses-là? Donc, on estime qu'il y a environ 1/3 à 2/3 de la population qui a vécu un ou plusieurs types d'événements potentiellement traumatisants là. Donc, c'est énorme. Et ça justifie pourquoi c'est important qu'on s'intéresse à ce genre de questions-là. Je vais sauter cette petite diapositive-là parce que je ne passerai pas à travers les autres sinon. Parce que, en gros, je vous ai parlé de différents types de traumas, mais sachez que ça peut être encore plus large que ça. Donc là, je me suis vraiment centrée sur la maltraitance telle qu'on la connaît au sens de la loi de la protection de la jeunesse. Mais il y a plein d'autres situations qui peuvent être qualifiées de traumatiques. On pourrait en parler là, pendant des heures. Donc, c'est pour ça là, que je me suis centrée un petit peu plus sur la maltraitance aujourd'hui. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait deux réalités au trauma complexe. Le premier, c'était l'exposition répétée à des traumas interpersonnels comme la maltraitance. Et la deuxième réalité, c'était que les traumas interpersonnels vécus de façon chronique ou répétée sont associés à la complexité des conséquences vécues par les jeunes, c'est-à-dire des conséquences multiples, des conséquences variées, qui vont couvrir un large éventail de sphères développementales. Donc, les jeunes qui vivent avec un trauma complexe peuvent présenter des conséquences dans la sphère émotionnelle, dans la sphère physique, sphère cognitive, au niveau comportemental, au niveau relationnel, etc. Et ça, j'y reviendrai là, plus tard dans la présentation. Ce qu'il faut retenir, c'est que le portrait clinique des jeunes peut vraiment être très différent d'un jeune à l'autre. Il n'y a pas nécessairement un portrait type des jeunes qui ont vécu des traumas et qui en vivent des conséquences. C'est ce qui fait que c'est complexe. Et en plus, les conséquences, elles sont souvent sévères, elles sont souvent persistantes, donc elles peuvent durer longtemps. Ces conséquences-là aussi peuvent s'enchevêtrer, s'inter-influencer, ce qui peut créer en quelque sorte un cercle vicieux où chacune des répercussions vont s'alimenter entre elles. Alors là, je vous parle là, qu'il peut avoir de multiples conséquences. Alors, tiens, parlons-en des conséquences, puis je vous donne quelques exemples rapides ici. Donc, premièrement, il peut avoir des conséquences sur le plan du cerveau, et ça, on y reviendra plus en détail. Des conséquences sur le comportement, sur les fonctions exécutives, un peu comme je viens de vous dire, en fait, là, sur les relations interpersonnelles, sur la régulation des émotions, sur le concept de soi et l'identité, sur la santé physique. Donc, ça, c'est vraiment, je vais essayer d'aborder tout ça aujourd'hui. Je vais essayer. Et
bon, comme je vous disais tantôt, on est ensemble là, pour un court moment, donc j'ai fait certains choix. Donc aujourd'hui, je vais vraiment plus m'attarder aux conséquences sur le cerveau, parce que vous allez voir que les conséquences possibles des traumas sur le cerveau, ça va influencer le reste des autres conséquences. Donc, de parler du cerveau, ça va nous permettre de rassembler plusieurs notions sous le même couvert, si on peut dire. Alors oui, je vais vous parler du cerveau, là, mais de façon très, 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 très vulgarisée. OK? Je vais donc vous parler de deux grandes parties du cerveau, qui est le cerveau réflexif, qui est plus à l'avant ici, là, du cerveau, et je vais vous parler aussi du cerveau de survie. Donc, ces deux parties-là sont présentes chez nous tous, qu'on ait vécu ou non des traumas. Ces parties du cerveau-là sont essentielles parce qu'ils nous permettent d'assurer notre survie et de bien fonctionner au quotidien. Donc, d'abord, le cerveau réflexif, qui est situé dans notre cortex préfrontal. Le cerveau réflexif, c'est la partie de notre cerveau qui nous permet d'apprendre, qui nous permet de réfléchir, puis d'opérer des choix conscients. Donc, c'est notre poste de commandement et c'est le siège des fonctions exécutives. Et les fonctions exécutives, à quoi ça sert? Ça sert à une foule de choses. Ça nous permet d'analyser, de planifier, d'organiser, d'évaluer des solutions, de retarder ou d'inhiber une réponse. Ça nous permet surtout aussi de réguler nos émotions et de réguler nos comportements. Ça nous permet de résister aux distractions pour maintenir notre attention. Ça nous permet de prendre des décisions, initier des tâches, réfléchir à des solutions alternatives, évaluer des résultats, résoudre des problèmes. Donc, vous voyez, c'est très large et c'est vraiment très utile. Le cerveau réflexif, il est aussi responsable de traduire ce qu'on perçoit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent en pensée logique et surtout en mots et en paroles. Donc, il nous permet de donner un sens à nos expériences, de participer activement à notre vie, ça nous permet de communiquer, ça nous permet de maintenir des relations interpersonnelles enrichissantes. Donc, il y a Léa qui a la main levée. Oui, excusez-moi, j'ai pas très bien compris. Est-ce qu'on va avoir l'accès à l'enregistrement de la conférence ou pas? Non, comme je l'ai mentionné, en fait, c'est comme si on était dans une conférence en vrai de vrai. Fait que, pardon, prenez des notes et tout ça. L'enregistrement, c'est pour à d'autres fins, en fait, que ce cours-ci. Puis, je suis consciente que mes diapos, ils n'ont peut-être pas beaucoup d'informations, puis que là, vous devez vouloir prendre beaucoup de notes. Si jamais vous avez manqué quelque chose, il y a quelque chose que vous voulez avoir plus d'infos, là, n'hésitez pas, à la fin, on regardera ça ensemble, là, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, j'avais le goût aussi que vous... C'est comme une histoire que je raconte, puis j'ai le goût que vous puissiez la suivre, puis que vous attardiez pas juste aux diapos et qu'est-ce qu'il y a dans le contenu des diapositives. Mais s'il y a quelque chose par rapport à la prise de notes, n'hésitez pas. Je sais que des fois, ça peut être un enjeu, là, fait qu'on regardera ça ensemble à la fin sans problème. Donc, je reviens à notre petit cerveau réflexif. Ce que je veux vous dire d'important, c'est que quand notre cerveau réflexif il est allumé, comme dans la diapositive, ben, on agit en conscience, en contrôle de nos pensées, en contrôle de notre corps, en contrôle de nos émotions aussi. Et généralement, on a accès à cette partie-là de notre cerveau quand on se sent en sécurité. Quand on grandit à l'intérieur d'un réseau familial et social qui est aimant, qui est protecteur, qui est bienveillant. Donc là, vous allez voir, j'ai mis un petit écureuil dans la diapositive pour faire une illustration avec un exemple très simple. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Vous prenez une marche dans le bois et
tout d'un coup, vous voyez un écureuil. Là, votre cerveau va analyser ce stimulus-là, puis il va évaluer que l'écureuil, ben, il n'est pas bien menaçant, puis il ne met pas votre vie en danger. Donc, sachant que vous êtes en sécurité, votre cerveau réflexif, il va rester allumé, il va rester activé. Et vous allez continuer votre marche dans le bois sans vous soucier trop de l'écureuil que vous venez de croiser. Et là, ben, votre cerveau va pouvoir se concentrer sur le plaisir. Il va pouvoir se concentrer aussi sur l'exploration. Maintenant, le cerveau de survie, qui est davantage dans les régions basses du cerveau. Pour vous parler de cette partie-là du cerveau, je reprends l'exemple de la marche dans le bois, mais avec un nouvel élément. Donc, durant votre marche, cette fois-ci, vous croisez un ours. Et là, votre cerveau il évalue que votre sécurité, elle est menacée. Votre cerveau de survie, il s'allume à ce moment-là. Mais il prend soin d'éteindre votre cerveau réflexif, comme dans la diapositive. Votre cerveau de survie, il fonctionne comme un système d'alarme. Puis il envoie un signal à votre corps pour qu'il se mette en alerte. Et là, il va libérer des hormones de stress super puissantes, comme par exemple l'adrénaline. Et ce signal-là, il est super rapide. Il est super efficace parce qu'il y a une connexion directe avec notre corps pour qu'il soit prêt à réagir au meilleur de nos capacités. Donc là, nos pupilles vont se dilater pour améliorer notre vision. Les poils de notre corps vont se dresser pour qu'on soit plus sensible aux vibrations. Notre cœur va s'accélérer pour envoyer plus de sang vers les muscles, etc., etc. Et là, sans même avoir le temps d'en prendre conscience, votre cerveau de survie prend le contrôle de votre corps, puis il y a différentes réactions de survie qui sont activées. Donc, il y a 4 réactions de survie qu'on peut avoir. On peut combattre. Donc, on attaque l'ours et on espère gagner. On peut fuir, donc on prend nos jambes à notre cou et on fuit en espérant d'éviter d'être blessé ou d'être tué. On peut aussi s'immobiliser, donc on fige, on ne fait aucun mouvement, aucun bruit, on cesse presque de respirer en espérant que l'ours ne me repère pas et continue son chemin comme si de rien n'était. On peut aussi se soumettre. Donc, on tente de se faire le plus petit possible et on tente de calmer l'ours. Ce qui est important de retenir ici, c'est que ces 4 types de réactions-là sont hors de notre contrôle. Notre cerveau de survie prend les rênes et dicte nos actions et le cerveau réflexif, il est éteint, je vous le rappelle. Donc, vous n'êtes plus dans un état réflexif. Vous n'êtes plus dans l'analyse, dans la planification, dans le contrôle, dans les choix. On est plutôt dans un mode survie. Puis, le cerveau de survie il est vraiment plus rapide que le cerveau réflexif. Parce que quand on est confronté à un danger, une fraction de seconde peut faire la différence entre vivre et mourir. Donc, c'est pourquoi le cerveau réflexif s'éteint, parce qu'il vaut mieux réagir que réfléchir. Et là, ben, pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous parle d'écureuils? Pourquoi je vous parle d'ours? Eh bien, la vie des jeunes qui ont vécu des traumas chroniques ou répétés, ben, c'est comme une longue promenade dans le bois où des ours sont croisés à de multiples reprises. Donc, bien sûr, les ours, c'est juste une analogie pour représenter différentes situations traumatiques auxquelles les jeunes peuvent être exposés. Donc, le cerveau de survie des jeunes qui ont vécu des traumas ou qui en vivent encore, il est souvent activé. Et leur cerveau réflexif, lui, il est souvent éteint par conséquent. Je vous donne quelques exemples de moments où le cerveau de survie peut être activé et le cerveau réflexif peut être éteint.
Donc, par exemple, un enfant qui est victime de multiples reprises d'abus sexuels de sa gardienne, puis que sa mère est au courant, mais elle ne le protège pas parce qu'elle n'y croit pas vraiment. Ça peut être un enfant qui vit dans un appartement très froid l'hiver et insalubre, qui ne mange pas à sa faim, puis qui est souvent laissé seul le soir parce que papa et maman doivent travailler pour joindre les deux bouts. Ça peut être un enfant qui craint le retour de son papa le soir parce qu'après son travail, ben, il va souvent à la taverne, puis quand il revient, ben, il est impatient puis il est agressif. Ça peut être aussi un enfant qui est face à de l'imprévisibilité, à de la froideur ou à de l'indifférence de la part de son parent. Donc, les exemples peuvent être multiples. Je vais juste voir dans le chat s'il n'y aurait pas des petites questions. Tiens, ça pourrait être un bon moment. Est-ce que le manque de nourriture pourrait entrer dans un acte commis? Puisque c'est de la malnutrition, ça peut être visible. Je dirais plus que c'est un acte omis parce que la personne qui doit prendre soin de l'enfant et qui doit lui fournir la nourriture ne le fait pas. Donc, ça serait plus une omission qu'une commission. Ah ben, Stéphanie, elle avait répondu. Hey, elle m'a-tu devancé, elle? C'est parfait. Au moins, on a dit la même affaire. Hein? Ouf, une chance. Donc, je m'en viens vous parler maintenant de... Marie-Ève, il y a Ariane qui a écrit dans le chat comment le fait d'avoir un parent froid enclencherait le cerveau de survie. En fait, c'est que le parent, on s'attend, hein, pour répondre aux besoins des jeunes, ben, on s'attend à une certaine bienveillance, on s'attend à une certaine chaleur, on s'attend à ce qu'il soit capable de décoder les besoins de son enfant puis qu'il puisse lui répondre à ces besoins-là. Donc, un parent qui est insensible, indifférent, froid, ça peut déclencher, ça met l'enfant dans une situation de stress toxique. Donc, oui, ça peut faire déclencher le cerveau de survie, en quelque sorte. Et il y a quelqu'un qui a dit « j'ai pas vraiment compris ce qui fait en sorte qu'un trauma est complexe ». En fait, c'est que quand généralement, OK, là, j'y vais vraiment d'une généralité. Quand on vit un trauma isolé, OK, un trauma de type 1, par exemple, un accident de voiture, OK? Après, cet événement-là peut être traumatisant, OK? Et les conséquences, par exemple, elles vont souvent être liées à l'événement traumatique, donc à l'accident de voiture. Donc, par exemple, la personne va peut-être éviter de reprendre sa voiture par la suite. Elle peut faire des cauchemars ou elle va faire des accidents de voiture. Donc, les conséquences vont surtout être autour de l'événement traumatique. Alors que quand on vit des traumas de type 2, donc des traumas qui sont chroniques, répétés et de multiples types, alors là, les conséquences, plutôt que d'être centrées ou de s'organiser autour de l'événement traumatique en tant que tel, les conséquences vont davantage être variées, multiples et toucher à différentes sphères de fonctionnement. C'est ce qui fait que le trauma, il est complexe parce que ses conséquences sont complexes, multiples et variées. Et surtout parce que souvent, ça a lieu dans des contextes interpersonnels. OK. Les conséquences associées à un cerveau de survie qui est suractivé. Donc, quand je vis plein d'événements traumatiques dans ma vie, je l'ai dit tantôt, le cerveau de survie va être activé souvent, donc il va être suractivé. Et ça a des conséquences d'avoir un cerveau de survie qui est trop souvent activé. Donc, d'abord,
le cerveau peut avoir de la difficulté à faire la différence entre un vrai danger puis une situation ordinaire qui n'est pas dangereuse. Ce qui fait qu'il peut se tromper puis déclencher des fausses alarmes. Donc, en d'autres mots, là, même face à un écureuil, on va réagir comme si on avait croisé un ours. Je vous donne des exemples. Une jeune à l'école est dans le rang pour rentrer dans l'école et là, elle se fait accrocher accidentellement par un autre élève. Et là, elle est persuadée que l'autre élève a fait exprès et qu'il lui veut du mal. OK? Donc, si cette jeune-là, elle a vécu dans un contexte où son cerveau de survie a été souvent activé, ça se pourrait qu'elle perçoive des menaces où il n'y en a pas réellement. Ensuite, une autre conséquence associée à un cerveau de survie qui est suractivé. Eh bien, le cerveau de survie peut rester allumé, même en l'absence d'un réel danger. Parce que normalement, quand la menace elle est passée, quand le trauma est passé, le cerveau de survie, il finit par s'éteindre. Mais quand il a été activé trop souvent, il y a de la misère à s'éteindre, le cerveau de survie. C'est comme s'il devenait un peu l'option par défaut. Donc là, les jeunes vont être hyper vigilants. Ça veut dire qu'ils vont être constamment sur leur garde. Ils vont être alertes. Ils voient tout, ils entendent tout, ils sentent tout. Donc, on dit que c'est des jeunes, souvent on va dire qu'ils ont la mèche courte ou qui réagissent de façon démesurée quand ils sont confrontés à des situations qui, nous semblent plutôt futiles. Et une autre conséquence, c'est les impacts sur les fonctions exécutives dont je vous parlais tantôt. Donc, puisque le cerveau de survie est souvent activé et donc, par le fait même, le cerveau réflexif est souvent éteint, ça peut avoir comme conséquence d'altérer le développement des fonctions exécutives qui se logent dans le cerveau réflexif. Donc, ça peut expliquer pourquoi les jeunes qui ont vécu des traumas peuvent avoir certaines difficultés à réaliser des tâches mentales ou à adopter certains comportements qui sont liés aux fonctions exécutives. Donc, je finis ma phrase puis je vais venir à la question. J'ai vu qu'il y avait une petite main levée. Donc, par exemple, des jeunes qui vont avoir de la difficulté à s'inhiber. Et ça, c'est super important pour la régulation des comportements et des émotions. Mais je pense aussi à des jeunes qui vont avoir de la difficulté à analyser, planifier, organiser, évaluer des solutions, etc., etc. Donc, je vous donne un petit exemple. Là. Je pense à un jeune qui va à l'école secondaire, il ne remet pas à temps ses travaux, il oublie la date de ses examens, il se trompe souvent de local de classe, puis pourtant, vous lui avez montré à plusieurs reprises comment organiser son agenda pour que ça se reproduise. Donc là, vous pensez qu'il est paresseux et qu'il manque de motivation et de volonté. Mais peut-être que finalement, c'est son cerveau réflexif qui a de la difficulté à bien fonctionner. Oui, Caroline. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Je me demandais, est-ce qu'on a un lien qui pourrait être fait aussi avec le TDAH, vu qu'on voit que le TDAH, ça vient jouer directement les fonctions exécutives? Est-ce qu'on peut voir une corrélation entre des traumas complexes et des personnes qui ont un TDAH? Oui, en fait, on peut même confondre les deux. Donc, c'est un super bon point que tu amènes. Donc, les symptômes de TDAH peuvent ressembler à des symptômes traumatiques et vice-versa. Les deux pourraient être présents en co-occurrence aussi, c'est-à-dire qu'un jeune pourrait avoir des symptômes traumatiques et avoir un TDAH. Donc là, c'est dur de savoir c'est quoi l'œuf ou la poule. Donc, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui a causé quoi? On ne peut pas vraiment le savoir avec certitude, mais ça peut s'inter-influencer et ça nous amène, je pense
qu'est-ce qu'il faut retenir avec ça, c'est qu'un jeune qui a un TDAH ou, tu sais, par exemple, un pédiatre qui va évaluer un jeune pour un TDAH, bien, c'est peut-être pertinent qu'il s'intéresse à son histoire de vie pour voir, ben, c'est-tu vraiment des symptômes neurologiques de TDAH ou c'est peut-être plus des symptômes traumatiques? Mais tu sais, tout ça est lié. Hein? Peut-être que le jeune a vécu des traumas, il y a des impacts sur ses fonctions exécutives, puis il y a réellement, ça peut avoir modifié son cerveau au point tel qu'il y a des atteintes neurologiques. Donc, ça répond bien à ta question. Il n'y a pas de réponse claire, mais il y a un lien clairement. J'ai le goût de revenir. Je vais juste aller voir dans le chat s'il n'y a pas des questions. Ils ont été répondus. Super. Je reviens sur les réactions de survie qui sont déclenchées quand le cerveau de survie est activé parce que je les trouve bien importantes pour comprendre plusieurs comportements que les jeunes peuvent avoir, les jeunes qui ont vécu des traumas. Parce que là, je vous ai juste donné des exemples avec un ours. Mais là, l'idée, c'est de comprendre les jeunes, pas les ours. Hein? Donc, petit rappel, hein, lorsque le cerveau de survie est activé, les réactions de survie, donc le combat, la fuite, l'immobilisation et la soumission vont venir en quelque sorte prendre le contrôle des comportements et des émotions des jeunes. Donc, ce n'est pas nécessairement un choix qu'ils font. Les réactions de survie comme le combat, la fuite, l'immobilisation et la soumission qui sont enclenchées quand notre cerveau de survie est activé, c'est des comportements adaptatifs normaux quand on est confronté à des situations de stress, à des situations de danger, à des traumatismes, parce qu'ils vont favoriser l'autoprotection. Donc, c'est adaptatif et normal dans un contexte traumatique, un contexte abusif, un contexte négligent. Par contre, ça peut devenir inadapté quand c'est enclenché trop souvent, trop intensément ou quand c'est enclenché quand il y a des fausses alarmes, c'est-à-dire quand le cerveau réagit à une situation ordinaire comme si c'était une situation de réel danger. Donc, les réactions de survie sont utiles et adaptées face à un trauma, mais elles deviennent un problème ou une inadaptation à long terme ou quand elles se produisent dans des contextes non traumatiques. Donc là, j'ai le goût de vous faire écrire un petit peu dans le chat. Tiens. Quand on pense au mode combat, comment vous pensez que ça peut se manifester dans les comportements d'un jeune? Et Stéphanie dit, pensez aux enfants de 0-5 ans. Donc, je vois opposition, lutte physique, agressivité, physique ou verbale, pleurs, mordre, cris, troubles extériorisés, répliquer, se débattre, colère, cris, ce sont tous de bons exemples. Donc, de l'agression, de l'irritabilité, de la colère, de l'argumentation, de la violence physique, donc par exemple, frapper, mordre, lancer des objets, crier, manquer de respect, opposition, attaque verbale. Donc, vous avez donné de très bons exemples de comment ça peut se manifester dans les comportements. Maintenant, la fuite. Comment vous pensez que ça peut se manifester dans les comportements d'un enfant? Fugue, oui. Mutisme, se cacher, aller se cacher, isolement, se cacher, dissociation, évitement. Oui, c'est tous des super bons exemples. Donc, je pense, mon conjoint il est intervenant en milieu scolaire et il travaillait dans une école primaire l'année passée, puis il y avait un jeune, très jeune, 5-6 ans,
il fuguait constamment de l'école, il fuyait l'école, il sortait dehors sans que personne s'en rende compte constamment. C'était vraiment puis il avait vécu beaucoup d'adversité, ces jeunes-là. Donc, c'était vraiment là, un bon exemple de fuite. Maintenant, l'immobilisation. Les deux autres sont un petit peu plus difficiles. Comment vous pensez que ça peut se manifester, l'immobilisation? Absence de réaction, oui. Comme se déconnecter de ses émotions, voire de la dissociation même. Ne peut pas parler, pas d'émotion, pétrifier, se refermer, c'est super bon. Ce n'est pas des catégories hermétiques. Là. Des fois, quelque chose peut ressembler à une ou deux réactions de survie, puis c'est correct. Là. Figé lors d'une situation de viol, fatigue intense. Non, j'ai de la misère à lire. Donc, c'est tous des bons exemples. Donc, on va penser à une restriction de l'expression émotionnelle puis des comportements. Ça peut être aussi une impression de grand calme ou avoir l'air éteint. Ça peut aller jusqu'à de la paralysie involontaire, donc par exemple une incapacité de bouger ou une incapacité de parler, de la dissociation, donc une fuite de l'esprit. Ça peut même aller jusqu'à de l'absence de sensations dans différentes parties du corps. Et finalement, la soumission. Comment vous pensez que ça peut se manifester dans les comportements d'un jeune? Faire tout ce que l'autre veut, oui, c'est super bon ça. Se laisser frapper par les autres, comportement passif, être passif, s'excuser constamment, oui. Comportement obéissant, oui. Faire ce qu'on ne veut pas faire, s'adapter pour plaire, c'est excellent. Oui, c'est vraiment bon ce que vous avez écrit. Donc, oui, ça peut se manifester par de la soumission. Oui, c'est une réaction de soumission, mais ça peut ressembler à de la résignation, de l'impuissance, une conformité excessive, complimenter autrui dans le but de plaire, tenter d'apaiser autrui. Puis on peut voir ça chez des enfants très jeunes aussi, là. Offrir de l'aide à outrance, nier ses propres besoins ou ses propres émotions, etc., etc., etc. Donc, vous avez donné vraiment d'excellents exemples. Il existe une multitude de situations qui peuvent déclencher notre cerveau de survie automatiquement et par le fait même des réactions de survie. OK? Donc, oui, je l'ai dit, les situations traumatiques vont, quand on est exposé à une situation traumatique, notre cerveau de survie va s'enclencher, il peut avoir des réactions de survie. Mais oublions les traumas, OK, pour 2 minutes, là. Il y a plein de situations qui déclenchent notre cerveau de survie automatiquement, qu'on ait vécu ou non des traumas, OK? Vous avez peut-être ou probablement entendu parler de Sonia Lupien, chercheur en neurosciences, qui a popularisé l'expression ou l'acronyme plutôt le CINE pour qualifier là ou les caractéristiques des situations qui vont déclencher une réaction de survie chez nous tous, trauma ou non. Donc, on pense par exemple au contrôle diminué ou au contrôle faible. Donc, quand on a le sentiment d'avoir peu ou pas de contrôle sur une situation. Des situations qui vont être imprévisibles, inattendues, ça va déclencher notre cerveau de survie à tous. Des situations nouvelles qui n'ont jamais été expérimentées. Et des situations où notre ego est menacé. Donc, quand notre personnalité est remise en question, quand on doute de nos capacités ou de nos compétences, notre cerveau de survie à tous va se déclencher. Mais en plus de ces situations-là qui correspondent aux caractéristiques du CINE,
Les jeunes qui ont vécu des traumas, eux, peuvent aussi réagir à d'autres types de déclencheurs, qu'on les appelle. Donc, des situations qui vont leur rappeler consciemment ou inconsciemment des événements traumatiques qu'ils ont vécus. Donc, le cerveau des jeunes va réagir facilement puis rapidement à ces types de déclencheurs-là parce que quand ils étaient présents dans le passé, il y a des situations dangereuses qui se produisaient. Et je vous propose de classer les déclencheurs selon 4 types. OK? Donc là, je vous parle des situations qui peuvent déclencher des réactions de survie chez les jeunes après avoir vécu des traumas. Donc, même s'ils ne sont plus exposés à des traumas, qu'ils ne sont plus victimes de maltraitance, par exemple, il y a des situations qu'ils vont vivre dans leur vie qui peuvent leur rappeler consciemment ou inconsciemment les traumas qu'ils ont vécus et leur cerveau de survie va s'enclencher. Donc, d'abord, des déclencheurs de type sensoriel. Donc, c'est des... donc, par exemple, ça va être lié aux 5 sens. Donc, par exemple, des cris, des gémissements qui peuvent ressembler de près ou de loin des situations traumatiques qu'ils ont vécues. Ça peut être des alarmes, des sirènes de police, parce que la police est intervenue dans des situations traumatiques, des pleurs, des tons de voix, des mots, des expressions précises, des bruits forts, etc., etc. Donc, les jeunes peuvent réagir avec des réactions de survie à des déclencheurs de type sensoriel qui vont leur rappeler de près ou de loin des traumas qu'ils ont vécus. Le deuxième type de déclencheur, c'est des déclencheurs internes. Donc, c'est des déclencheurs qui vont venir de l'intérieur du corps. Donc, par exemple, un jeune qui a faim. Donc, la sensation, dans le fond, de ne pas avoir sa faim comblée, ça peut rappeler un traumatisme du passé. Donc, ça peut, même si son besoin est maintenant comblé, dès qu'il va ressentir la faim, ça peut déclencher une réaction de survie chez le jeune. Donc, je parle de la faim, mais ça peut être la soif, ça peut être le manque de sommeil. Ça peut être plein de types de sensations dans le corps qui sont liées à des réactions de survie, comme par exemple le rythme du cœur qui s'accélère, la respiration qui s'accélère, des douleurs physiques, des maladies ou des blessures dans le corps. Ensuite, il y a les déclencheurs relationnels. Donc, les jeunes peuvent réagir à des situations où il va y avoir l'exercice d'une autorité. Donc, par exemple, un adulte qui va exercer son autorité envers le jeune. Un adulte ou une autre personne qui va violer ses frontières physiques, relationnelles, émotionnelles. Ça peut être un sentiment de manque de contrôle, un sentiment d'injustice, un manque d'intimité, un manque d'écoute, etc., etc. Il y en a plein pour avoir une liste là, interminable. Et finalement, les déclencheurs émotionnels. Donc, les jeunes peuvent réagir, avoir des réactions de survie quand ils vivent certaines émotions qui, consciemment ou inconsciemment, leur rappellent des traumas du passé. Donc, des émotions, par exemple, désagréables comme la honte, l'impuissance, la trahison, le rejet, l'abandon, la peur, la colère, toutes des émotions qu'ils peuvent avoir vécues lorsqu'ils ont vécu des traumas. Donc, dès qu'ils les vivent, même si c'est dans d'autres contextes qui ne sont pas des contextes de danger, ils peuvent avoir des réactions de survie. Je vais aller voir dans le chat s'il y a des questions. Ah ouais, tellement Stéphanie. Hein? Stéphanie, elle a dit, quand on dit qu'un jeune est tellement mature pour son âge, des fois, ce n'est pas nécessairement de la maturité. Hein? Ça peut être une réaction de survie.
Hey, Bon, Marianne, j'ai une question pour toi. vas-y, ma chère. Est-ce que réaction de survie, en anglais, ça serait le fameux trauma response? Oui, oui, OK, il y a des personnes qui le nomment ainsi, effectivement. OK, merci. Il y a peut-être d'autres façons aussi, là, ça ne me vient pas comme à l'esprit. Si ça me revient, je te le dirai, mais il me semble qu'il y a une autre façon de le dire en anglais aussi. J'ai un blanc. Je te reviendrai si ça me vient à l'esprit. Parfait, t'es fine. Puis il y a Roxane qui a posé une question dans le chat Oui, on peut voir qui ça. demande comment ça se transpose à l'âge adulte, le trauma complexe. Et je vous dirais que ça se ressemble, dans le sens où tout ce que je vous dis aujourd'hui, ça peut aussi s'appliquer à l'âge adulte. Donc, j'y vais vraiment comme de généralité aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça s'applique quand même facilement à différentes périodes de la vie puis à différents âges. Donc, ce que je dis aujourd'hui, là, on peut le prendre pour à l'âge adulte aussi. Absolument. Bon, pour en finir avec le fonctionnement du cerveau et les impacts possibles des traumas sur le cerveau, là, j'aimerais ça qu'on retienne deux choses. OK? D'abord, il faut se rappeler que les comportements des jeunes, ils peuvent avoir été très utiles pour leur assurer un minimum de sécurité dans des contextes négligents ou abusifs ou traumatiques. Donc, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, mais je le répète parce que c'est vraiment important, leurs comportements peuvent être très adaptés dans un environnement abusif, négligent, traumatique, mais en revanche, ces mêmes comportements-là, ils peuvent être inadaptés quand ils se produisent dans un environnement sécuritaire où les jeunes ne sont plus confrontés à des menaces ou à des dangers réels. Par contre, même si ces comportements-là ne sont plus utiles, ils peuvent être solidement enracinés dans leur mode de fonctionnement, peut être difficile à s'éteindre. OK? Ensuite, il y a une distinction vraiment importante à faire entre les capacités des jeunes et leur volonté. Autrement dit, ça se peut que certaines attentes des adultes envers les comportements des jeunes qui ont vécu des traumas ne soient pas répondues. Pas parce que les jeunes ne veulent pas y répondre, mais c'est plutôt parce qu'ils ne peuvent pas y répondre. Donc, comme le cerveau de survie, il prend le dessus sur le cerveau réflexif, puis qui ne s'appuie pas sur la logique, des fois, on ne peut pas raisonner, on ne peut pas argumenter, on ne peut pas simplement demander aux jeunes de se calmer. Donc, quand on est dans la logique, dans le raisonnement, avec un jeune qui est dans son cerveau de survie, qui n'a pas accès à ses capacités de logique et de raisonnement, ça ne fonctionnera pas. Donc, de comprendre certains comportements des jeunes sous cet angle-là, premièrement, ça nous permet d'éviter de prendre le comportement du jeune de façon personnelle. OK? Donc, le comportement du jeune, ce n'est pas une attaque contre nous, c'est plutôt une réaction qui vise son autoprotection. Comment on peut savoir si c'est une question de volonté ou de trauma? Il y a quelqu'un qui a écrit ça dans le chat. C'est une super bonne question. En fait, je dirais que même si là, on pense là, aux jeunes qui n'ont pas vécu de trauma, OK? Le cerveau réflexif, donc le cortex préfrontal, il est, surtout dans la période 0-5 ans, il est peu développé. Donc, on peut, comment je pourrais dire, les jeunes vont avoir peu de contrôle sur leur comportement. Donc, ça l'échappe souvent à leur volonté. Donc, il faut toujours penser à l'âge. C'est vraiment important d'avoir des attentes réalistes. Plus l'enfant est jeune, moins on s'attend à ce que ça soit une question de volonté. Et là, les jeunes qui ont vécu des traumas,
vu qu'on croit qu'il peut avoir des impacts sur leur cerveau, ben, il faut doublement avoir des attentes réalistes par rapport à leur comportement. Donc, je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question, là, mais c'est pour ça, dans le fond, que c'est important de s'attarder à l'histoire des jeunes, de s'attarder à l'histoire des personnes en général auprès desquelles on intervient. Ça va nous permettre de recontextualiser leur comportement. Et là, bon, depuis tantôt, là, je vous parle des conséquences possibles des traumas sur le cerveau des jeunes, là, mais l'idée, c'est pas de vous faire peur, puis c'est pas de vous décourager, puis de juste axer sur les conséquences néfastes du trauma. Non, en fait, là, mon message, c'est plus un message d'espoir, en fait. Parce que le cerveau, ben, c'est comme une pâte à modeler. C'est pourquoi les traumas vécus par les jeunes peuvent avoir un impact sur le fonctionnement du cerveau parce que les événements traumatiques, les traumas qu'ils vont avoir vécu, vu que le cerveau il est plastique, ben, ça va s'inscrire dans le cerveau, ça va influencer puis diriger les comportements des jeunes. Mais si les expériences négatives peuvent en quelque sorte façonner le cerveau, bien, sachez aussi qu'on pense que les expériences positives peuvent en quelque sorte le remodeler, le cerveau. C'est le concept de plasticité cérébrale. Donc, la répétition d'expériences positives, ça permettrait de créer des nouvelles connexions dans le cerveau, des nouvelles organisation dans les neurones du cerveau. Donc, il y a de l'espoir pour nos jeunes. Et bon, je regarde juste l'heure. Il me reste peut-être 15 minutes, Stéphanie? Oui, exactement. Good. Parfait. Je continue alors. Au début, je vous ai listé là, quelques conséquences possibles des traumas complexes. Bon, les revoici. J'ai axé beaucoup sur le cerveau, mais je vais quand même vous parler là, de d'autres conséquences possibles qui sont souvent liées, là, en fait, au cerveau. Je vais les passer un petit peu plus vite, là, vu qu'on est limité dans le temps, mais je trouve que c'est important là, quand même de vous dire quelques mots là, sur ces conséquences-là. Donc, les comportements. Je ne vais pas axer beaucoup là-dessus parce que, ben, on l'a vu, les différentes réactions de survie influencent le comportement des jeunes. Donc, des comportements qui peuvent être réactifs, évitants, dissociés, soumis, etc. Ensuite, ben, ça aussi, je vous en ai parlé. En vous parlant du cerveau, je vous ai nécessairement parlé des fonctions exécutives. Donc, en gros, je vous ai dit que si notre cerveau de survie est trop souvent allumé, bien, ça va faire que le cerveau réflexif et le siège des fonctions exécutives, il va être souvent éteint. Sauf que le développement du cerveau, c'est use dependent, c'est-à-dire que les fonctions vont se développer quand on va les utiliser. Donc, si on les utilise moins, elles se développent moins. Fait que là, on peut faire plein de liens aussi avec les difficultés que les jeunes peuvent avoir à l'école, un peu comme l'exemple que je vous ai donné un petit peu plus tôt là, sur le jeune à l'école qui avait des difficultés d'organisation et tout ça. Donc, si tu as de la difficulté à analyser, planifier et t'organiser, etc., ben ça se peut que tu aies de la difficulté à l'école. Hein? Ça se peut que, parce que tout ce qui nous est demandé de faire, ou presque tout ce qui nous est demandé de faire à l'école, ça a pas mal tout à voir avec ces fonctions-là. Maintenant, les relations interpersonnelles. C'est vraiment une majeure dans le trauma complexe, dans les conséquences qui sont associées au trauma complexe. Donc, un enfant dont les besoins n'ont pas été comblés, que sa sécurité physique ou psychologique n'a pas été assurée, qu'il n'a pas eu de filet de sécurité pour le soutenir dans son exploration du monde, ben, il peut intégrer qu'il n'y a pas de valeur.
qui ne peut pas faire confiance aux autres, que le monde est dangereux. Et ça peut exercer une influence sur sa capacité à former puis à maintenir des relations interpersonnelles qui vont être saines, qui vont être enrichissantes, qui vont être durables. Donc, des jeunes qui vont avoir un mode comportemental puis émotionnel plus réactif, ça peut éventuellement mener à des relations plutôt conflictuelles, à des relations plutôt chaotiques. Puis là, j'ai mis quand même une emphase sur les réactions, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des jeunes qui ont vécu des traumas qui vont être davantage sous-réactifs. Hein? Mais un peu comme les jeunes là, qui vont être plus dans l'immobilisation ou dans la soumission. Là. Donc, ils vont être plus sous-réactifs ou intérioriser les problèmes. Donc, dans ce temps-là, ça peut, au niveau des relations interpersonnelles, favoriser la déconnexion avec autrui, le détachement d'avec autrui. Sur le plan de la régulation des émotions, vous comprendrez que le cerveau en mode survie, quand le cerveau est en mode survie, les jeunes vivent des émotions très grandes, souvent extrêmes, souvent très désagréables. Ça va venir surcharger les capacités des jeunes et surtout des très jeunes enfants. Donc, ces enfants-là sont trop petits pour vivre ces grandes émotions-là. Ils ne sont pas rendus là dans leur développement. Puis, les jeunes qui ont vécu des traumas, souvent, c'est dans un contexte, les jeunes qui ont vécu des traumas complexes, ça a souvent lieu dans le contexte familial. Donc, les jeunes n'ont pas toujours eu la chance de s'appuyer sur leurs parents, sur des adultes significatifs pour les aider à se réguler. Parce que quand on est très jeune, on ne les a pas de façon innée, ces capacités-là à se réguler. Donc, il faut que l'adulte nous aide. Mais les jeunes qui ont vécu des traumas, souvent, il n'y avait pas d'adulte pour les aider à se réguler parce que les adultes, ils ne sont pas disponibles. Donc, nécessairement, ça peut entraver le développement de leur capacité de régulation des émotions. Donc, les fortes émotions, les fortes sensations physiologiques qui sont générées par l'activation trop fréquente du cerveau de survie, ça excède les capacités des jeunes à faire face à ces émotions-là. Je vous parle un peu du concept de soi et d'identité, qui est une conséquence très importante aussi dans le trauma complexe. Donc, les jeunes qui ont vécu des traumas, ils peuvent intérioriser une vision d'eux-mêmes qui est très négative, notamment en raison du regard qui a été posé sur eux par les adultes qui ont été abusifs, qui ont été négligents. Donc, les jeunes, ils peuvent se percevoir, là, ça va se développer au fil du temps. Donc, les jeunes peuvent se percevoir comme étant nuls, endommagés, peuvent penser qu'ils n'ont pas de valeur, qu'ils sont indignes d'être aimés, qu'ils sont sans intérêt. Ils peuvent même croire qu'ils sont mauvais. Parce que c'est la seule raison que leur esprit mature a trouvé pour comprendre pourquoi ils ont été victimes de maltraitance, de mauvais traitements. Donc, ils peuvent penser qu'ils méritent ce qui leur est arrivé. Ils peuvent se sentir honteux ou coupables des expériences traumatiques qu'ils ont vécues. Puis, je vous disais au début que j'ai travaillé plusieurs années en protection de la jeunesse, puis j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants qui étaient placés en famille d'accueil et j'essayais toujours un peu de voir qu'est-ce qu'ils comprenaient de la situation, les jeunes qui étaient placés. Et quand que je leur demandais pourquoi ils pensaient qu'ils étaient placés en famille d'accueil, ce qui ressortait souvent, c'était j'étais trop tannant, j'étais un mauvais enfant. Donc, ils pensaient qu'ils méritaient
ce qui leur était arrivé. Donc, se sentaient coupables de ça, alors que le placement, bien, il est lié à une défaillance du parent, en quelque sorte. Il y a Ariana qui voulait revenir sur les fonctions exécutives. On pourrait peut-être y revenir à la fin, Ariana, si ça te va. Si j'oublie, tu me le fais penser. Je terminerai avec les conséquences sur la santé physique. Donc, le cumul de traumas, c'est associé à un risque accru de souffrir de différents troubles de santé physique à l'âge adulte. Donc, les traumas vécus en enfance, ça augmente le risque de vivre des problèmes de santé physique à l'âge adulte. Donc, on pense à l'obésité, au cancer, à la fibromyalgie, des douleurs chroniques, des problèmes digestifs. Il y en a plein, là, je pourrais vous en nommer plein, des maladies cardiaques, pulmonaires, etc. C'est aussi possible que les jeunes qui ont vécu des traumas présentent des plaintes somatiques, donc des plaintes physiques multiples qui ne semblent pas avoir de cause médicale apparente. Là, bien sûr, ça c'est important de le dire, là, c'est capital de consulter un professionnel de la santé avant d'exclure toute cause médicale qui pourrait être liée à des problèmes de santé physique ou à des maux physiques, là. Cela va sans dire, mais ça peut être présent chez les jeunes qui ont vécu des traumas. Alors voilà pour les conséquences possibles des traumas vécus par les jeunes. Et je vais finir avec une piste d'intervention. Okay? Elle est très large, bien sûr, très générale, mais elle met le ton au reste. Si vous avez le goût de vous intéresser davantage aux interventions qui peuvent être faites en contexte de trauma vécu par les jeunes. Donc, j'ai écrit dans ma diapositive l'importance de la relation. Donc, je vous rappelle que les jeunes ont été blessés souvent dans leur relation. Donc, souvent, les difficultés vont se manifester dans les relations, justement. Mais c'est aussi au sein des relations qu'ils vont guérir puis qui vont développer leur résilience. Donc, vous comprendrez que les adultes qui gravitent autour de ces jeunes-là, que ce soit les intervenants, les enseignants, les éducateurs, les familles d'accueil, etc. Donc, ces adultes-là sont d'une importance capitale dans le rétablissement des jeunes. La résilience des jeunes qui ont vécu de trauma, elle est prédite, entre autres, par une relation de qualité avec des pairs ou avec des adultes significatifs, comme les exemples que je viens de vous donner, enseignants, intervenants, parents, membres de la famille élargie, etc. Donc, cette information-là, elle est essentielle parce qu'elle nous permet de comprendre l'influence hyper puissante des relations dans l'accompagnement des jeunes qui ont vécu des traumas vers la guérison de leurs blessures traumatiques. Donc, parfois, ce n'est pas tant ce qu'on va faire qui va être important, mais plutôt comment on va être avec eux. Donc, comment on va être avec les jeunes quand ils vivent des grosses émotions ou quand ils présentent des manifestations comportementales réactives. Donc, comment qu'on va être bienveillant, comment qu'on va être chaleureux, comment qu'on va être calme, rassurant, etc. Donc, on veut éviter de tenter de réprimer les émotions des jeunes. On ne veut pas leur dire hein, « tu n'as pas besoin de pleurer pour ça » ou « arrête donc d'être fâché, tu n'as pas raison d'être fâché pour ça, voyons. » Non. On veut plutôt valider leur expérience émotionnelle puis les accompagner dans la régulation de ces émotions-là. Même si parfois leurs émotions puis leurs comportements peuvent nous sembler démesurés ou injustifiés.
probablement à cause des réactions liées à leur cerveau de survie qui est activé. Donc, voilà. Je pense que j'ai pas mal fait mon temps avec vous aujourd'hui. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations, mais j'espère que vous avez été capable de vous mettre dans une posture là, d'accueil de toutes ces informations-là, puis que vous avez fait un sens là, de toute cette histoire-là que j'avais le goût de vous raconter. Je suis consciente que c'est une introduction aujourd'hui, c'est une sensibilisation, comme je le disais au début. La question des traumas complexes, c'est vraiment une question super délicate. Elle demande beaucoup de nuances, beaucoup plus que j'ai pu en apporter aujourd'hui, mais je pense que ça nous permet quand même de faire une incursion dans la réalité des jeunes qui ont vécu des traumas. Donc, ce que je veux que vous reteniez, là, c'est vraiment l'importance du rôle des adultes dans la guérison de ces jeunes-là et surtout l'importance de mettre nos lunettes trauma quand on analyse le comportement des jeunes qui ont vécu des traumas. Puis, si jamais ça vous donne envie d'aller plus loin, je vous parle vite de mon livre qui est sorti au mois de mai aux éditions Midi 30. Ça s'appelle « Le trauma complexe chez l'enfant et l'adolescent ». Mieux comprendre pour mieux intervenir. Puis, je vous ai fait un petit cadeau si vous avez le goût de vous le procurer. Ce n'est pas un livre qui est très dispendieux. Puis en plus, je vous offre, ou plutôt ma maison d'édition vous offre un 15 % de rabais sur le livre avec le code promo TRAUMA15. Donc, c'est valide là, dès aujourd'hui. Dans mon livre, je vais beaucoup plus loin qu'aujourd'hui dans les interventions qu'on peut faire auprès des jeunes. Donc, je propose des pistes d'intervention super concrètes, super vulgarisées pour les intervenants, mais aussi les enseignants, les familles d'accueil, les parents, etc. Donc, c'est ce que j'avais le goût là, de terminer avec vous aujourd'hui, puis de vous offrir ça là, en guise de petit cadeau là, pour vous. Et sachez aussi là, que je suis active sur les réseaux sociaux, puis je partage souvent du matériel gratuit, des outils d'intervention, des infographies sur le trauma complexe qui peuvent être vraiment utiles après pour les réutiliser en intervention. Donc, sachez là, que je suis sur Instagram et Facebook pour vous partager tout ça. Je partage aussi souvent des articles qui vont sortir dans les médias qui sont en lien avec les traumas et les approches sensibles au trauma. Donc, voilà, l'invitation est lancée.